Vous avez reconnu cette musique, c'est celle de l'histoire des Juifs de France. Et oui, tous les matins en compagnie de Christophe Dard. Et aujourd'hui, nous vous proposons, comme très régulièrement dans cette émission, un portrait. C'est une femme aux multiples talents, actrice, directrice de théâtre, peintre et sculptrice dont nous allons vous raconter l'existence. Il s'agit de Sarah Bernhardt. En son temps, dans la seconde moitié du 19e siècle, elle est une véritable vedette adulée et respectée sur scène, considérée comme la meilleure tragédienne qui va travailler avec Rostand, Proust ou bien encore Oscar Wilde, mais aussi une femme émancipée et très en avance sur son temps. Christophe, nous remontons donc le temps en 1844, année de naissance de Sarah Bernhardt à Paris, même si en raison de la destruction des archives de l'état civil, sa date de naissance n'est pas vraiment précise. Et oui, sa mère, de confession juive, originaire d'une famille de Hollande, Judith Julie Bernhardt, est une modiste sans le sou, et c'est ce que l'on appelle une courtisane. Son père lui est inconnu, mais quand les démarches administratives seront lancées pour permettre à Sarah Bernhardt d'obtenir la Légion d'honneur, on en reparlera bien des années plus tard, en 1915, Sarah Bernhardt prétendra que son père appartenait à une riche famille d'armateurs. Même son lieu de naissance à Paris reste encore mystérieux. En tout cas, la petite Sarah, elle ne passe pas une enfance très heureuse, abandonnée par sa mère qui se retrouve en nourrice en Bretagne. Elle se convertit au catholicisme, elle est baptisée à l'adolescence et envisage même de devenir religieuse. C'est aussi à ce moment-là, en pleine crise donc de mysticisme, qu'elle francise son nom de famille. Et à 15 ans, Sarah Bernhardt entre au Conservatoire d'art dramatique de Paris et sort 3 ans plus tard avec un second prix de comédie. Elle entre donc à la Comédie Française, mais elle est renvoyée quelques années plus tard après avoir giflé une sociétaire. Sacré tempérament, Sarah Bernhardt, qui à l'époque se retrouve épinglée par la police des mœurs parmi 415 dames galantes soupçonnées de prostitution clandestine, mais cela ne l'empêche pas de faire ses premiers pas au théâtre de l'Odéon, transformé en hôpital militaire en 1870 pendant la guerre entre la France et la Prusse, et Sarah va y soigner des soldats blessés. En 1872, elle décroche l'un de ses premiers grands rôles, celui de la reine dans Ruy Blas de Victor Hugo, un drame romantique en 5 actes qui se déroule dans l'Espagne de la fin du XVIIe siècle. Et Victor Hugo est si enthousiaste que lors de la 100e représentation donc de Ruy Blas, il surnomme Sarah Bernhardt la voix d'or. Elle est rappelée du coup par la Comédie Française et est nommée 299e sociétaire en 1875, une belle revanche donc pour celle qui en avait été exclue quelques années plus tôt. À la même période, elle s'adonne aussi avec talent à la peinture et à la sculpture. Et elle joue dans plusieurs pièces. Hernani de Victor Hugo, une pièce qui dans son temps en 1830 avait fait scandale mais est devenue un classique du théâtre français. Et Phèdre de Racine, autre incontournable du répertoire théâtral hexagonal. Et puisque nous lui avons consacré 5 épisodes, justement, parlons de Marcel Proust qui adorait Phèdre de Racine et qui y consacre d'ailleurs de nombreux passages dans À la recherche du temps perdu. Il raconte notamment les représentations de Phèdre au théâtre, dont le rôle titre est joué par une actrice fictive du nom de Berma, sans doute du coup Sarah Bernhardt. La Berma, donc sans doute Sarah Bernhardt, est mentionnée 134 fois dans À la recherche du temps perdu. On l'a dit, Sarah Bernhardt est une femme impulsive et libre. Elle collectionne les hommes dans sa vie, entretient plusieurs liaisons, elle se montre aussi imprévisible. En 1880, elle démissionne de la Comédie Française et doit payer des dommages et intérêts. Elle crée alors sa propre compagnie avec laquelle elle part jouer à l'étranger. Elle est la première comédienne à faire des tournées sur tous les continents. Partout où elle passe, il faut le dire, c'est un triomphe. Et par exemple en Russie en 1881, comme en témoigne un article paru dans un journal de Moscou à cette époque sous la plume de Tchekhov, le futur auteur de La Mouette et donc le Vania. Il décrit, je cite, c'est qui a visité les 2 pôles, qui de sa traîne a balayé de long en large les 5 continents, qui a traversé les océans, qui a plus d'une fois s'est élevé jusqu'aux cieux. Et puis son excentricité lors de ses déplacements ne passe pas inaperçue, d'abord sur scène, où elle aime se travestir pour interpréter des rôles masculins. Elle dira plus tard, on m'a souvent demandé pourquoi j'aime tant à représenter des rôles d'hommes et en particulier pourquoi j'ai préféré celui d'Hamlet à celui d'Ophélia. En réalité, je ne préfère pas les rôles d'hommes mais les cerveaux d'hommes, et parmi tous les caractères, celui d'Hamlet m'a tenté entre tous parce qu'il est le plus original, le plus subtil, le plus torturé et cependant le plus simple pour l'unité de son rêve. Et puis, il y a aussi dans son attitude que Sarah Bernhardt fait parler d'elle, puisque lors de sa tournée aux États-Unis en 1880, elle fait ainsi affréter un train pour sa troupe, et c'est lui
tonnes de malles, de Rien que ça. vêtements et d'accessoires. Rien que ça. Vous parlez des États-Unis, Christophe. C'est vrai qu'outre-Atlantique, il y a un véritable engouement pour Sarah Bernhardt. Elle enregistre sur cylindre une lecture de Phèdre, un peu comme l'ancêtre du livre disque en quelque sorte. Et elle fait partie aussi de ces rares Français quand même qui ont leur étoile sur le fameux Hollywood Wall of Fame à Los Angeles. Exactement. En 1892, elle interprète à Londres le rôle-titre de la pièce Salomé d'Oscar Wilde, du nom bien sûr de la célèbre princesse juive, avant que la pièce ne soit censurée, au motif qu'il était illégal, donc outre-Manche, de représenter sur scène des personnages bibliques. La pièce ensuite sera jouée quelques années plus tard à Paris, mais sans Sarah Bernhardt, qui entre-temps d'ailleurs est revenue en France et qui a pris la direction du théâtre de la Renaissance dans la capitale. Elle va y remonter à cette occasion certains de ses grands succès et puis en créer d'autres, comme notamment La Princesse lointaine d'Edmond Rostand, drame sentimental qui se déroule au Moyen-Âge. Et puis aussi, elle monte le Lorenzaccio de Musset. Et Sarah Bernhardt dira en toute modestie: je puis dire que j'ai eu la chance rare et je crois unique de jouer 3 Hamlet, le noir Hamlet de Shakespeare, l'Hamlet blanc de Rostand-L'Aiglon et l'Hamlet florentin d'Alfred de Musset, Lorenzaccio. Sarah Bernhardt est une actrice et directrice de théâtre renommée qui est également dotée d'un grand sens de la communication. Tout est bon pour faire parler d'elle. Elle fait par exemple appel au peintre Alphonse Mucha pour dessiner ses affiches. Et oui, et les scandales qu'elle provoque sont parfaits pour faire sa publicité. Par exemple, il se murmure que comme elle est tuberculose, et c'est vrai qu'elle souffre de tuberculose depuis l'enfance, et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle a ce teint pâle et aussi cette grande maigreur qui fera le bonheur, on va dire, malheureusement de certains caricaturistes, on y reviendra. Eh bien, elle a un goût pour la morbidité et se repose régulièrement dans un cercueil capitonné. Oula. Eh oui. Eh bien, justement, comme elle sait que voilà, ça peut faire, comme on dit, jaser, eh bien, elle en profite pour se faire photographier dans un cercueil et elle vend des photos et des cartes postales. Et je peux vous assurer qu'à l'époque, ça marchait très bien. Et d'ailleurs, vous pouvez voir quelques photos sur Internet. On a l'impression qu'elle est comme morte dans cette mise en scène dans des cercueils. Bon, j'aurais pas comme idée d'aller acheter ce genre de carte en tout cas. En 1899, Sarah Bernhardt prend la direction d'un théâtre qui porte bientôt son nom. Il s'agit de l'actuel théâtre de la ville. À cette période, elle est engagée dans l'affaire Dreyfus et soutient Émile Zola. La conséquence est qu'elle est la victime d'attaques antisémites, ce qui en fait est une constante depuis le début de sa carrière, alors même, on l'a dit, qu'elle s'est convertie au catholicisme. Et oui, mais Sarah Bernhardt n'a jamais renié ses origines. Et voilà ce qu'elle disait après la guerre de 1870. Mon accent est cosmopolite et non tudesque, comprenez, d'origine germanique. Je suis une fille de la grande race juive et mon langage un peu rude se ressent de nos pérégrinations forcées. Je trouve que c'est une très jolie formule. Et effectivement, elle a eu à subir, Sarah Bernhardt, des attaques antisémites toute sa vie. Par exemple, assez incroyable, une actrice qui a fait partie de sa troupe, Sarah Bernhardt, une certaine Marie Colombier, publie 2 pamphlets antisémites, dont l'un où elle est surnommée la Barnum. Alors la violence des propos dans ces 2 ouvrages est telle que l'écrivain Octave Mirbeau, ami de Bernhardt, qui d'ailleurs s'excusera auprès d'elle de passages antisémites qu'il a pu écrire, va provoquer en duel celui qui a écrit la préface du livre de Marie Colombier, donc l'auteur antisémite. Et dans les caricatures aussi de l'époque, là aussi on pouvait retrouver cela sur Internet. Sarah Bernhardt effectivement est dépeinte comme une sorcière cupide, avide d'argent, avec le nez crochu et des étoiles de David tout autour d'elle. Donc en fait, tous les stéréotypes de l'antisémitisme. Mais Sarah Bernhardt est une femme libre, on l'a dit, qui a plus de 60 ans poursuit une impressionnante carrière. Elle débute au cinéma, un art alors tout récent, et tente le parlant, ce qui est inédit d'ailleurs à l'époque. Pour tenter de rester jeune, elle fait même de la chirurgie esthétique et en 1914, elle se voit décerner la croix de chevalier de la Légion d'honneur pour avoir en tant que comédienne répandu la langue française dans le monde entier et pour ses services d'infirmière aussi pendant la guerre de 1870. Et comme l'histoire se répète, une autre guerre bien sûr éclate, celle de 14. Sarah Bernhardt se réfugie à Arcachon et à cause de sa tuberculose qui ne s'arrange pas, elle est amputée de la jambe droite, mais tout en refusant de céder d'une canne ou de porter une prothèse, elle va continuer à jouer sur scène et rendre visite aux poilus sur le front, même si dans les années qui vont suivre, elle va avoir tendance à s'exiler. Elle a des problèmes d'argent et elle sera notamment du côté de Belle-Île-en-Mer. Sarah Bernhardt meurt en 1923 à Paris, celle que Jean Cocteau a surnommée le monstre sacré et d'autres la divine, s'éteint donc à l'âge de 78 ans. Elle est enterrée au cimetière du Père-Lachaise. Et je finirai par ces quelques mots d'un auteur, je crois que je n'ai pas fini de citer dans nos chroniques, c'est Sacha Guitry. Qu'on veuille la comparer à d'autres actrices, qu'on la discute ou qu'on la blâme, cela ne m'est pas seulement odieux, il m'est impossible de le supporter. Il croit qu'elle était une actrice de son époque et il ne devine donc pas que si elle revenait, elle serait
de leur époque. Incroyable vie sur scène comme en dehors de Sarah Bernard, donc née dans une famille juive et qui n'a jamais oublié ses origines. C'était donc notre portrait du jour sur Radio J dans l'histoire des Juifs de France. Merci beaucoup Christophe Dard et donc à très vite pour un nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France. Restez avec nous.